Alors, nous allons maintenant voir des opérations non basiques, donc construites par une succession d'opérations basiques, et on va reprendre pour cela la même liste d'opérations que celle qu'on avait vue déjà sur les tableaux partiellement remplis et sur les listes simplement enchaînées, et donc on va pouvoir comparer ce qui se passe avec ce nouveau type de liste, et donc est-ce que ça change nos algorithmes et est-ce que ça change notre complexité. Donc on va voir comment calculer la taille d'une liste doublement enchaînée, comment accéder à la valeur du i-ème maillon dans une liste doublement enchaînée, comment ajouter un maillon au début ou en fin de liste doublement enchaînée, comment supprimer un maillon en gardant l'ordre et comment rechercher l'adresse d'un maillon contenant une valeur cible que l'on recherche. Alors, on va commencer par un petit quiz, on va ouvrir les paris. Donc avant même d'avoir écrit les algorithmes, comme ça va être des algorithmes qui ressemblent quand même assez aux algorithmes qu'on a vus déjà sur la liste simplement enchaînée, eh bien je vous demande de réussir à imaginer quelle va être la complexité de ces algorithmes, ces trois algorithmes qui sont décrits ici, qu'on écrira juste après. Donc, on va dire que petit n, c'est l'inconnu qui désigne la taille d'une liste doublement enchaînée, c'est-à-dire son nombre de maillons. On va compter la complexité en comptant les opérations élémentaires de liste doublement enchaînée et de maillons doublement enchaînés qu'on a vus juste avant. Et donc, je vous demande de mettre pause et de réfléchir, de choisir pour chacune des trois questions suivantes. Quelle est la complexité en pire cas? Et quand il y a plusieurs solutions possibles, je vous demande de choisir la plus précise. Voilà, donc je suppose maintenant que vous avez choisi votre réponse pour chacune des trois questions. Donc pour calculer la taille d'une liste doublement enchaînée, combien est-ce qu'on va devoir payer en termes de complexité? Eh bien, on va devoir payer un temps qui va être linéaire, donc grand O de n, où n c'est le nombre de maillons. Pourquoi? Eh bien parce que en fait, une liste doublement enchaînée, c'est pareil là-dessus qu'une liste simplement enchaînée, elle ne connaît pas sa taille. Donc, pour réussir à la calculer, eh bien, il va falloir faire un parcours de liste. Et à chaque fois, on aura un petit compteur qu'on incrémentera à chaque fois qu'on voit un maillon de plus. Et une fois qu'on a fini d'explorer tous les maillons, eh bien, on saura combien il y a de maillons dans notre liste. Et donc ça va nous coûter un temps linéaire. Si on veut trouver la valeur du i-ème maillon dans une liste doublement enchaînée, alors là, ça va nous compter, comme pour les simplement enchaînés, un ordre de grandeur, grand O de i, pour la complexité temporelle. Donc, si nous avons répondu grand O de n, en fait, c'est vrai aussi, puisque dans le pire cas, i, c'est égal à n-1, puisque c'est le dernier maillon de la liste. Mais grand O de i, c'est un petit peu plus précis que grand O de n, puisque si on va s'intéresser toujours que au premier maillon, par exemple au maillon de la liste 0, 2, 3, donc les quelques premiers maillons de la liste, eh bien ça ne nous coûte pas très cher, puisqu'en fait ce qui est le temps qu'on passe, c'est qu'il faut parcourir tous les maillons dans l'ordre jusqu'au i-ème. Voilà, donc si on va accéder toujours au deuxième, ça nous coûtera seulement un temps constant, alors que si on va accéder à des maillons qui sont plus loin, qui sont vers la fin de la liste, ça va nous coûter un temps linéaire. Et enfin, si on souhaite ajouter une valeur au début d'une liste doublement enchaînée, alors là, ça va bien nous coûter un temps constant, grand O de 1, puisque ça va être comme pour les simplement enchaînés. En fait, il va suffire de créer le maillon et de régler les liens qui sont au tout début de la liste. On n'a pas besoin de payer un parcours de liste, donc on arrive à tout faire en temps constant. Alors, donc, on va voir parmi ces fonctions, en fait, il y en a plusieurs qui ressemblent vraiment beaucoup aux fonctions qu'on avait vues sur la liste simplement enchaînée. Donc, par exemple, pour la taille de la liste, c'est vraiment la même idée. On fait une fonction qu'on appelle taillList, qui prend en argument une liste doublement enchaînée li, qui va envoyer un entier qui va être le nombre de maillons. Et on va avoir un parcours de liste, donc on va faire de la même manière qu'un parcours de liste simplement enchaîné, à savoir on crée une variable add_maillon en cours de type adresse, et donc ça va être l'adresse successive de tous les maillons qu'on parcourt. Donc au début on règle cette adresse de maillon en cours à li.début, donc on pointe sur le premier maillon. Au début la taille, donc c'est 0, parce qu'on n'a même pas vérifié que le premier maillon sur lequel on pointe c'est un vrai maillon, peut-être que ici adresse maillon en cours est égale à -1, c'est ce qui arriverait si la liste est vide. Et donc, tant que adresse maillon en cours est différente de l'adresse fictive -1, c'est-à-dire tant qu'on pointe sur un vrai maillon, eh bien on incrémente la taille puisqu'on vient de voir qu'il y avait vraiment un vrai maillon qui était pointé par notre pointeur d'adresse, et on va au suivant. Et donc on continue, ainsi de suite.
jusqu'à arriver au dernier maillon. Ensuite, on va faire donc le dernier maillon point suivre. Ça va nous donner l'adresse fictive -1 qui va être rangée dans adresse maillon en cours. Et du coup, ici, cette condition va devenir fausse. Et donc, on va sortir et on va retourner la taille. Alors au passage, eh bien, on voit comment parcourir une liste doublement chaînée de gauche à droite. Et c'est pareil qu'une liste simplement chaînée. Donc il faut bien prendre le réflexe de faire une boucle tant que, d'avoir une variable de type adresse qui va désigner notre maillon en cours, qu'on initialise à li.début. Et donc, à chaque étape, on avance d'un cran en disant que l'adresse maillon en cours prend la valeur adresse maillon en cours point suivre. Et on continue tant que notre pointeur de maillon est sur un vrai maillon. Et là encore, attention, on a le même bémol sur cette condition d'arrêt que pour les listes simplement chaînées. Si on prend ça comme condition d'arrêt, ça veut dire que quand on sort de la boucle tant que, adresse maillon en cours vaut l'adresse fictive -1, donc là il n'est pas question d'accéder à des champs de maillon. On ne pourra pas faire adresse maillon en cours, point suivre ou point data, etc. Donc si on veut s'arrêter pile sur le dernier maillon, sans l'avoir dépassé, il faudra utiliser la condition légèrement différente, qui est tant que adresse maillon en cours point suivre est différent de -1. Donc ça, c'est vraiment un réflexe à avoir quand on va faire un parcours de liste simplement chaînée ou doublement chaînée. Alors maintenant, on a vu l'algorithme qui calcule la taille de la liste et il faut compter sa complexité. Alors on appelle n la taille de la liste doublement chaînée, c'est-à-dire le nombre de maillons, et on va compter le nombre d'opérations élémentaires sur les maillons doublement chaînés et sur les listes doublement chaînées, c'est-à-dire les lectures ou écritures dans les champs, les appels à adresse de ou à maillon A, et lecture ou écriture dans un champ début d'une liste. Alors, voyons voir. Donc ici, je lis dans le champ début d'une liste, donc ça me coûte une opération. Ensuite, à chaque itération ici, eh bien, je vais lire dans le champ suivre du maillon en cours, donc ça me coûte une opération. Et je répète ceci n fois. Donc je passe n fois dans cette boucle. On peut bien le voir apparaître par le fait qu'à chaque étape, on incrémente taille qui commence à 0 et qui finit justement en étant égal à n, le nombre de maillons. Et quand j'ai fini, je retourne taille, donc ça, j'ai pas de lecture ou d'écriture dans des champs, donc c'est pas des opérations que je dois compter. Et donc au total, j'avais une opération ici, plus n fois une opération, et donc ça me donne ce nombre-là d'opérations élémentaires. Donc c'est bien un grand taux de n, c'est linéaire, en la taille de la liste. Alors comme pour les simplement chaînés, on peut obtenir parfois des algos qui sont plus faciles sur les listes doublement chaînées en faisant un algorithme récursif au lieu de impératif. Le cas de base, c'est souvent la liste vide ou bien la liste qui ne contient qu'un seul maillon. Et donc si je veux réécrire ma fonction tileList qui prend en argument une liste doublement chaînée et qui envoie un entier donnant son nombre de maillons, je peux la réécrire si je veux de manière récursive. Et donc là, c'est la même structure d'algorithme que pour une liste simplement chaînée. Si est vide de li, je retourne 0, donc si la liste est vide, je renvoie 0, il n'y a pas de maillon. Et sinon, ça veut dire qu'il y a bien un maillon, donc je renvoie 1, ça compte mon premier maillon, plus la taille de la liste qui est la queue de la liste. C'est-à-dire que ça va me compter combien il y a de maillons si j'enlève le premier, et plus 1 qui compte le premier. Et si on fait le calcul de complexité que je n'ai pas détaillé ici, on tombe bien sur une complexité qui est linéaire, donc du même ordre de grandeur que pour l'algorithme impératif qui était au slide précédent. Alors maintenant, je vais accéder à la valeur du ième maillon, c'est-à-dire que je vais écrire une fonction valeur maillon qui prend en argument une liste doublement chaînée li et un entier i voulu qui va me désigner l'indice du maillon auquel je veux accéder et qui va envoyer un nombre, c'est-à-dire ce qui est rangé dans le champ data de ce maillon d'indice i voulu. Donc comme pour une liste simplement chaînée, j'ai besoin d'un petit compteur entier qui va me dire combien de maillons j'ai déjà parcouru, donc je pourrais comparer à i voulu. Je crée une variable de type adresse que j'appelle adresse maillon en cours comme d'habitude que j'initialise à li.début, c'est ce qui va me permettre de parcourir ma liste. Et je continue tant que quoi? Tant que je ne suis pas encore arrivé au maillon que je voulais, c'est-à-dire tant que le compteur est strictement plus petit que i voulu. Et donc là, c'est comme pour les simplement chaînés, j'ai rajouté une petite condition qui permet de gérer les cas bizarres où i voulu serait un indice qui n'existe pas dans ma liste. Donc par exemple, si j'ai une liste de taille 5
et que je vais accéder au maillon numéro 7, eh bien ça n'existe pas. Donc là, du coup, c'était pas spécifié explicitement dans les spécifications de la fonction, donc je peux décider un petit peu arbitrairement ce que je fais. Et là, je décide que dans ce cas-là, ça doit me renvoyer la valeur du dernier maillon, même si ce ne sera pas le maillon d'indice i voulu comme c'était demandé. Mais donc du coup, je continue tant que je ne suis pas arrivée à l'endroit où je voulais. Et que adresse maillon en cours point suivi différent de -1, c'est-à-dire tant que je ne suis pas sur le dernier maillon. Et donc, dans ce cas-là, j'incrémente mon compteur et je vais au maillon suivant. Et donc, quand je sors de ma boucle, c'est soit parce que mon compteur arrive à i voulu, dans ce cas-là, j'ai bien raison de renvoyer la data du maillon en cours, soit parce que ceci est devenu faux, c'est-à-dire que adresse maillon en cours point suivi est égal à -1, ce qui veut dire que le maillon en cours est le dernier maillon, et donc je vais renvoyer sa data. Au niveau de la complexité, on va l'exprimer en fonction de i voulu, donc l'indice du maillon que je recherche, et on compte comme d'habitude les opérations élémentaires de maillon et de liste. Donc j'essaie d'identifier les écritures et lectures dans des champs. Donc ici, ça me coûte une opération élémentaire, c'est une lecture dans début. Ici, j'ai une lecture dans un champ suivant. Ici, j'ai une lecture dans un champ suivant également. Donc je fais 2 opérations à chaque itération de ma boucle et je passe i voulu fois dans cette boucle. Et à la fin, je fais une lecture dans le champ data, donc ça me coûte une opération. Donc dans le pire des cas, ça me donne un nombre d'opérations élémentaires pour la complexité de 2 i voulu plus 2. Et donc ce 2 i voulu plus 2, ça me donne une complexité qui est linéaire en i voulu. Donc dans le pire des cas, on veut le dernier maillon, donc dans ce cas-là, i voulu est égal à n-1, et donc ça me donne quelque chose qui est linéaire en n, le nombre de maillons dans ma liste. Et donc, on peut remarquer que comme pour une liste simplement chaînée, en fait, si on veut accéder seulement au début de la liste, eh bien, on a un accès en temps constant, et donc c'est ce qu'on avait déjà quand on a écrit, en tout cas on n'a pas réécrit pour ce chapitre, parce que c'est la même fonction que précédemment, mais on peut bien accéder à la valeur de tête en temps constant. Alors maintenant, on va voir une nouvelle opération. On va voir comment insérer un élément au début d'une liste, tout en gardant l'ordre des éléments. Donc voilà ce qu'on voudrait. Si j'ai une liste doublement chaînée qui est comme ça, donc je n'ai pas écrit la fin, et que je vais ajouter au début de cette liste li la valeur 15, et bien concrètement, qu'est-ce qui doit se passer? Donc là, je fais comme pour liste chaînée, à savoir, j'écris sur ma feuille un dessin, un exemple de liste, et je vais simuler avec mon crayon, en l'occurrence ici avec le dessin, qu'est-ce qui doit se passer dans mon algorithme pour réussir à faire les opérations qui doivent être faites de telle sorte à obtenir l'état final que je veux. Donc ça, c'est très important pour écrire des algorithmes sur des listes. Vous avez besoin de faire des dessins pour bien savoir comment construire votre algorithme. Donc, eh bien, il va falloir visiblement que je crée un maillon. Voilà, par exemple comme ça. Je vais ranger la valeur que je vais ajouter dans sa partie data. Et maintenant, je n'ai plus qu'à lier ce maillon M pour qu'il devienne le premier maillon de ma liste. Donc pour ceci, il faut que je lie à son maillon suivant qui est grand N. Il faut que je dise à grand N qu'il a désormais un maillon précédent qui est rangé donc à l'adresse de M, ici 14. Et enfin, il faut que je règle le champ de début de la liste pour qu'il pointe désormais sur le maillon grand M et non pas sur le maillon grand N. Alors maintenant que j'ai bien réfléchi, je suis prête à écrire l'algorithme. Donc c'est une procédure, c'est-à-dire une fonction qui ne renvoie rien, qui s'appelle ajoute début, qui prend en argument une liste doublement chaînée li et un nombre, une valeur, que je dois insérer en tête de liste. Donc pour ceci, je crée un nouveau maillon grand M, je réserve la mémoire qui lui est nécessaire. J'écris la valeur dans son champ data. Ensuite, je dis que le maillon suivant M, eh bien, c'est l'ancien premier maillon qui est encore, dont l'adresse est encore stockée dans li.début. Ensuite, si li.début est différent de -1, c'est-à-dire si ma liste était non vide initialement, eh bien, ça veut dire qu'elle avait un premier maillon qui était mon grand N du dessin précédent, et donc il faut que j'aille dire à cet ancien premier maillon qu'il n'est plus premier maillon, et que son maillon précédent, désormais, c'est M. Et donc c'est ce que je fais ici. Donc li.début, je ne l'ai pas modifié, donc c'est encore mon premier maillon avant que j'ajoute grand M. Point précédent, donc son champ précédent, eh bien, je dois y ranger l'adresse de M.
Et enfin, je vais écrire dans les points début pour dire que désormais, l'adresse de début de la liste, c'est l'adresse de M. Je compte la complexité comme d'habitude, donc ici il n'y a pas de boucle, donc je n'aurai pas de répétition. J'ai juste identifié les lectures et les écritures dans des champs. Donc là j'ai une écriture dans un champ, une écriture dans un champ, une lecture dans le champ début, une lecture dans le champ début. Ici j'ai un appel à adresse de qui me coûte une opération élémentaire. Ici, alors j'ai une lecture dans le champ début et une écriture dans le champ précédent, donc ça me coûte 2 opérations, c'est pour ça que c'est doublement encadré. Ici, j'ai un appel à adresse de qui coûte une opération élémentaire et une écriture dans un champ qui me coûte une opération élémentaire. Et donc, si je refais le compte, je tombe sur 9 opérations élémentaires. Je n'ai pas de boucle à compter, donc j'ai bien tout vu et ça me donne une complexité temporelle en temps constant.